FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et je suis responsable du programme Bio, qui existe à la FAO depuis quelques années. Je vais vous parler au début du travail de la FAO pour vous rendre compte un peu du genre d'action que nous menons dans le monde. Puis après, nous ferons un petit tour d'horizon de l'agriculture biologique dans les pays en développement notamment. Je mettrai l'accent sur quelques démarches porteuses et des conclusions. Donc la FAO, jusqu'en 1999, ne considérait pas l'agriculture biologique comme une option. Et c'est cette année-là seulement que nous avons commencé un programme d'agriculture biologique. Et le point d'entrée était notamment l'intérêt des pays en voie de développement d'accéder au marché du Nord. La façon dont nous travaillons, nous avons 192 pays qui sont membres de la FAO, représentés par des ministères de l'agriculture qui viennent à la FAO, qui décident des politiques et du travail que nous menons chaque 2 ans. Donc c'est là que nous avons commencé le programme d'agriculture biologique. Et en ce qui me concerne, je suis écologiste. Je travaille au département de l'environnement, qui n'existait pas il y a 6 ou 7 ans, et qui maintenant est un département de presque 200 personnes. Et le point de vue qu'on a pris en menant ce travail en bio était d'aider les plus démunis à produire mieux à travers une meilleure gestion des ressources naturelles. Ceci parce que le seul atout des pauvres, c'est les ressources qu'ils ont, leur travail et la terre, l'eau, la biodiversité qu'ils ont à disposition. Et c'est pour ça que l'intérêt que nous avons porté à l'agriculture biologique était beaucoup plus les pratiques d'agriculture biologique qui pouvaient porter une certaine autosuffisance par une meilleure gestion des ressources aux pays, s'ils peuvent avoir des excédents et exporter, tant mieux, mais c'était surtout pour leur autosuffisance. Donc c'est là qu'on avait lancé aussi le concept d'agriculture biologique non certifiée, c'est-à-dire l'agriculture qui a exactement les mêmes principes, mais qui ne passe pas nécessairement par un système de certification lorsqu'elle est sur le marché local, évidemment. Et puis, en 2008, nous avons travaillé sur la conférence mondiale de changement de climat, sécurité alimentaire et bioénergie. Et c'est là qu'on avait la crise des prix qui avait éclaté. Nous avons eu 42 chefs d'État qui sont venus à la FAO pour parler de plusieurs politiques. Et de nouveau, le problème du système alimentaire, de sa durabilité, de sa stabilité, était mis en question. Là, vous voyez le logo du groupe interdépartemental de la FAO qui travaille sur l'agriculture biologique et que je suis en train de coordonner depuis 1999. Le travail que nous faisons au sein du département de l'environnement est celui de faire aussi l'état des lieux, sur la disponibilité en ressources naturelles, aussi des projections par rapport à leur utilisation comme base de production pour les aliments. Cette carte qui est peut-être un peu trop générale de loin vous montre le message qu'il y a ici. C'est un document qui a été publié l'année passée, l'état des terres et des eaux au niveau global. Que partout dans le monde, nous avons des problèmes de disponibilité en terre, en eau, en biodiversité, etc. Donc nous n'avons plus les ressources que nous avions il y a 50 ans. Il faut absolument changer quelque chose dans la manière de produisons nos aliments et nos besoins. En 2007, on avait organisé la première conférence mondiale sur l'agriculture organique et la sécurité alimentaire. Cette conférence avait fait le point sur l'apport de l'agriculture biologique aux 4 volets de la sécurité alimentaire. On parle souvent de sécurité alimentaire en tant que disponibilité des aliments, c'est-à-dire la quantité d'aliments qui sont disponibles, mais c'est aussi l'accès aux ressources pour pouvoir produire, être autosuffisant, ou bien l'accès à l'emploi pour pouvoir acheter la nourriture. Donc le problème d'accès est très important pour la sécurité alimentaire. Un autre aspect qui est la stabilité du système alimentaire, et nous voyons de plus en plus que dans les conditions de changement climatique, d'instabilité macroéconomique, nous dépendons de plus en plus sur des prix des denrées alimentaires qui fluctuent et donc qui posent des problèmes et des crises au système alimentaire. Le volet utilisation des aliments inclut notre façon de nous alimenter et souvent d'une mauvaise alimentation qui compte 2 milliards de personnes qui sont mal alimentées dans le monde, qui est aussi un problème qui n'est pas indifférent et qui n'est pas aussi
propre seulement aux pays développés, mais aussi de beaucoup de pays en voie de développement qui sont en train de suivre ce régime alimentaire que nous avons, qui est faux. Donc cette conférence avait fait le point sur les promesses qu'une agriculture biologique pouvait apporter, sur les problèmes, et avait fait des recommandations qu'on avait présentées selon le droit à l'alimentation adéquate, qui est une des chartes importantes de la FAO. Et les résultats de cette conférence avaient été présentés au comité de sécurité alimentaire de la FAO qui s'est réuni en 2007. Donc la même année, c'était fait à une semaine d'écart. Le comité de sécurité alimentaire de la FAO, donc des pays membres, avait bien pris note des travaux de cette conférence, l'avait trouvé intéressant et avait fait la recommandation que les programmes de la FAO en sécurité alimentaire devaient aussi inclure l'option bio. Ils ont fait aussi des recommandations pour les études à faire par rapport, par exemple, sur le travail en plus que ça pourrait impliquer pour des régions qui ont du sida ou d'autres problèmes de disponibilité de ressources humaines pour faire le travail supplémentaire. Ceci dit, la conférence était un succès en soi, mais comme chaque succès, elle a créé beaucoup de polémiques aussi. Il y a eu un peu une espèce de guerre avec l'agro-industrie qui a suivi. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'au moins l'état des lieux avait été fait. Et depuis, on a quand même ce souhait lorsque le pays est demandant, évidemment, parce que la FAO travaille seulement à la demande des pays, d'avoir des projets bio. Pour Rio+20, l'année passée, on s'était mobilisé pendant presque 2 ans pour faire une revue du secteur alimentaire. Ce n'est pas par rapport à l'agriculture biologique, mais tout le secteur alimentaire. Et nous avons aussi travaillé sur une analyse de nouveau sur les aspects disponibilité, accès, stabilité, utilisation des aliments. Et nous avons produit des documents. Et le résultat de cette analyse, d'état des lieux, donc moins de ressources, des problèmes d'instabilité, d'alimentation, etc., avait été présenté au Conseil de la FAO, qui est quand même l'organe qui prend les décisions politiques pour notre travail. Et là, j'ai 4 petits concentrés, disons, des recommandations qui avaient été faites par rapport à cette initiative qu'on avait présentée à Rio, qui s'appelle GA. GA, c'est-à-dire l'agriculture verte et l'agriculture et l'économie verte. Et nous voyons que sous le pilier environnement de la durabilité, une des recommandations principales était qu'il fallait avoir une approche écosystémique pour toutes les exploitations, petites et grandes, et qu'il serait souhaitable que les politiques soient au moins équitables pour tous les systèmes. En ce moment, l'appui qui est donné à certains systèmes de production plutôt à d'autres n'est pas tout à fait équitable, et nous le savons tous. Du point de vue social, une agriculture verte veut dire aussi une création d'emplois, parce qu'on a un problème d'emploi. En plus, c'était les années où on avait toutes les crises qui ont commencé par rapport à l'emploi aussi bien en Europe qu'ailleurs. Et l'agriculture devrait pouvoir offrir plus d'opportunités d'emploi décents et dignes, avec des conditions meilleures, s'il y avait une diversification et plus d'opportunités aux jeunes et autres. Ceci, évidemment, ce qui pourrait le tirer, c'est aussi une demande et à travers des régimes alimentaires plus durables. Du point de vue économique, les prix en ce moment, les denrées alimentaires ne reflètent pas les externalités que l'agriculture cause sur l'environnement et sur la société, et qu'il serait souhaitable de comptabiliser ces impacts dans le coût total des aliments. Le pilier gouvernance, parce que pour la durabilité, nous avions donc 4 piliers, environnement, économie, sociale, mais aussi la gouvernance qui est très importante, sans laquelle nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Et aussi de se rendre compte que l'agriculture ne peut plus être planifiée et portée à terme seule, mais être intégrée avec d'autres secteurs, dont l'écologie, le commerce, la nutrition, la santé, etc. Donc une approche intersectorielle avec une participation des communautés locales. Je vous comprendrai tout à l'heure pourquoi je suis en train de parler de ce document-là, que j'ai apporté avec moi, qui est disponible dehors pour vous, si vous le voulez. Il est sur une clé USB, donc facile à transporter, comme c'est 300 pages quand même. Donc vous avez une clé USB dehors pour ceux qui décident d'avoir une copie de ce document-là. Voilà.
Le travail de la FAO pourrait se résumer en deux parties, le travail normatif et le travail opérationnel. Le travail normatif, c'est-à-dire ce qui est les normes. Notre point de force, là je suis en train de parler notamment des travaux qui sont relatifs à la bio, se repose sur l'expérience que nous avons avec le Codex Alimentarius, qui est une commission qui détermine les niveaux les résidus de pesticides et d'autres cahiers de charges alimentaires. Et en 1999, les directives pour l'agriculture bio ont été approuvées par le Codex Alimentarius. 2 années plus tard, ils y ont ajouté les animaux. Et puis après, il y a eu des revues par rapport à la liste des substances en 2010 et autres. Et en ce moment, nous sommes en train, au sein du Codex Alimentarius, de développer aussi l'aquaculture et les algues. Nous avons fait aussi des labels pour la pêche en mer qui se passe sur le code de conduite responsable de la pêche. Une des autres forces de la FAO est cette négociation intergouvernementale qui se passe dans notre forum. Et l'agriculture biologique a été souvent à l'agenda des décideurs. Donc en 1999, c'était pour commencer le programme bio. Il y a eu quand même un débat avant qu'on ait commencé. Et puis, juste après, en 2000, le groupe pour la conférence européenne, justement, nous avait demandé de faire des études spécifiques pour voir si les produits bio étaient les mêmes ou moins bons du point de vue qualité et salubrité. Puis là, les résultats c'était un peu comme le secteur conventionnel, on reste toujours dans la fourchette des 5% de fraude peut-être, mais pas plus. Le comité de sécurité alimentaire, donc en 2007, juste après la conférence de 2007 qu'on a eue. La commission pour les ressources phytogénétiques s'est réunie plusieurs fois pour parler d'agriculture bio et biodiversité. Et aussi, nous avons un groupe dans le groupe de commodité qui s'est occupé souvent des agrumes bio. Tout ça pour dire qu'il y a des structures, des instances publiques, internationales qui regardent la bio occasionnellement sur des aspects différents. Ce que nous essayons de faire, c'est de construire des alliances, considérant notre étendue de par le monde. Depuis 2011 seulement, nous avons commencé à introduire dans les questionnaires de la FAO pour pouvoir récolter les statistiques nationales de par le monde. On a juste 2 données qui sont les superficies bio et les superficies en conversion. Jusqu'à maintenant, les seules statistiques qui existent sont celles de FIBEL, qui sont les meilleures qu'on a, mais ce ne sont pas les statistiques que les gouvernements en général nous donnent pour avoir les statistiques mondiales. Nous faisons des études, évidemment, sur des sujets différents, et je vais en parler de certains tout à l'heure. Et aussi, nous créons des alliances où nous essayons de mettre ensemble le secteur privé et le secteur public pour négocier des outils particuliers. Et là aussi, je vais revenir sur ça. Une des alliances qui a eu une vie de 10 ans, c'est une alliance qu'on a créée avec l'UNCTAD, qui est l'Agence des Nations Unies pour le développement et le commerce, avec l'IFOAM. Et nous avons travaillé pendant 10 ans sur l'harmonisation et l'équivalence des réglementations bio. Aujourd'hui, nous avons 86 pays qui ont des règlements bio. Les agences de certification au monde sont 776 avec leur propre façon de travailler. Et en fait, essayer de voir, surtout pour le commerce international, l'équivalence entre tous ces standards est un vrai labyrinthe. Donc le travail de cette alliance était d'essayer de passer du labyrinthe compliqué à quelque chose de beaucoup plus simple. Je ne vais pas discuter maintenant tout ce qu'on a fait, mais l'important c'était d'avoir des principes internationaux pour la production aussi bien que pour la certification qui puissent permettre une comparaison multilatérale et non pas bilatérale comme ce qui a été fait d'ailleurs très récemment entre les États-Unis et l'Europe. Une autre alliance que nous avons créée en 2009 est ORCA. ORCA, c'est une alliance pour les centres de recherche bio qui n'a toujours pas décollé par manque de financement. Mais un de ces centres de ORCA, qui est le centre qui s'occupe d'agriculture biologique et de changement de climat, est actif depuis 2010 parce qu'il est surtout autofinancé par les institutions qui adhèrent. Ici, on a un paradigme de recherche différent où la recherche passe par l'agriculteur, à travers l'agriculteur, mais qui bénéficie du savoir scientifique, donc des laboratoires. Ça peut être des centres de recherche aussi bien virtuels que concrets.
Dans chaque cas, je suis en train de mettre un site internet, vous pouvez avoir d'autres informations. Pour le moment, cette plateforme qui est maintenue par la FAO vous permet d'accéder aux informations par thème des connaissances qu'il y a sur ces sujets-là. Celle-ci est une étude qui est en cours, et là je suis en train de publier des résultats très préliminaires en fait, mais qui déjà sont très intéressants. J'ai essayé de faire un modèle de choc, c'est-à-dire que se passerait-il le jour où on n'aurait plus accès aux intrants qui sont tellement chers à cause des prix du pétrole et on est obligé d'aller par une option bio comme a fait Cuba par exemple en 89. C'est évidemment hypothétique, mais c'est un scénario de choc. Que se passerait-il si toute la production animale devait être bio? Ceci parce que les projections de la FAO pour 2050 considèrent deux produits principaux qui sont la viande et les grains. Donc là, si la viande devenait bio, on a aussi un grand changement au niveau de comment sont nourris ces animaux. Donc on a fait, bon je ne vais pas aller dans les détails non plus, mais le scénario 2 c'est le scénario de base, qui est le scénario de la FAO qu'on utilise pour les projections à 2050, et le scénario 5 c'est le scénario bio. Et là vous voyez qu'en tant que, je ne sais pas si vous pouvez lire les détails, pour la population des 9 milliards de 2050, en tant qu'énergie disponible à travers les aliments, on peut voir que l'agriculture biologique peut nourrir le monde de 9 milliards. Mais évidemment, ce n'est pas toute l'histoire. C'est possible en tant que calorie, à condition qu'il y ait un changement de régime alimentaire avec une consommation de viande de 30% en moins. On n'est pas trop sûr encore des nombres, on est encore en train de travailler sur ça. Et tout en gardant des bénéfices pour l'environnement, pour les flux de minéraux dans l'écosystème, etc. Le seul valeur négative qu'on a trouvée, c'est le besoin de la terre. Évidemment, on aurait besoin de plus de terre avec un scénario bio. On est encore en train de perfectionner ces chiffres-là. Cependant, ce qui est intéressant, que si on combinait le scénario 5 avec le scénario 6, c'est-à-dire le scénario 5 c'est le scénario bio, le scénario 6 c'est un scénario où on remplace tous les concentrés animaux par le pâturage. Alors là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de toutes les terres dont on a besoin. Donc une agriculture biologique améliorée avec moins de concentrés pourrait avoir beaucoup de promesses. Et ça, c'est un des grands programmes qu'on a en cours en ce moment de modélisation et d'évaluation, et qui sera prêt avant la fin de l'année. Bon, là, je m'arrête sur le travail de la FAO. Et je vais vous faire un petit tour sur le travail de terrain qu'on a dans les pays en voie de développement. Et nous agissons toujours sur la requête des pays. La requête des pays peut être diverse. Elle peut aller d'un soutien pour un système de vulgarisation ou mettre en place un système de certification ou un plan d'action, ça dépend. Là, vous avez un peu une panoplie de genres d'interventions différentes que nous faisons dans les pays différents. Donc ça, c'est un de mes projets préférés en fait. Ce n'est pas tout un projet à la FAO. Je dois dire que la majeure partie des résultats ont été obtenus par les Éthiopiens eux-mêmes. Dans la région de Tigré, c'est la région où, au début des années 80, vous aviez des images de la faim un peu partout dans le monde. Dans cette même région, vous allez aujourd'hui et vous trouvez, à travers la bio, presque 1 million d'hectares qui ont été réhabilités par des méthodes bio, le compostage, l'agroforesterie, la gestion des animaux dans les pâturages. Et donc cette population aujourd'hui de 100 000 personnes se nourrit toute seule, elle est autosuffisante. Et ça, c'est un des cas de succès le plus grand que je connaisse, que peut apporter les méthodes de l'agriculture biologique, je dois dire. Parce que dans ce cas-là, ces populations sont si pauvres, si marginalisées, si loin des marchés, qu'elles n'ont pas accès aux intrants, elles n'ont pas accès au marché. Mais au moins, c'est une population qui aujourd'hui réussit à se nourrir toute seule, à travers une meilleure gestion des ressources naturelles. La diversification des régimes alimentaires aussi est très importante, et en Asie, nous avons beaucoup de systèmes de riz, comme vous savez tous, et l'introduction de la bio leur permet de, plus simplement, d'avoir des systèmes intégrés de poisson-riz, donc aussi de protéines dans leur alimentation. Et les revenus varient des pays de 5 à 65% en fait, à travers les méthodes bio, lorsqu'il y a des systèmes intégrés dans les pays d'Asie.
Les chaînes courtes alimentaires ne sont pas seulement en Europe, mais très développées aussi beaucoup en Asie. Et on a de plus en plus des réseaux où les grandes villes, ces mégapoles de 10, 20 millions d'habitants, ont dans la zone périurbaine des fermes bio. Ils vont s'approvisionner très souvent. Ça, c'est un autre projet aussi que je trouve très intéressant. C'est un projet qu'on a commencé à Samoa, qui maintenant s'étend dans toute la Polynésie. Ce sont des pays insulaires qui ont une très petite base de ressources naturelles, donc de production, et qui dépendent vraiment de quelques produits pour l'exportation pour pouvoir acheter leurs nécessités. Et traditionnellement, ils ont toujours produit le copra, qui est du noix de coco qu'on sèche d'une façon plus ou moins grossière, je dirais, pour faire de l'huile de mauvaise qualité puisqu'elle est blanchie, etc. Et ce copra aujourd'hui a un très mauvais prix. Et bien, on a réussi à modifier en fait cette petite machine là en bas qui est une presseuse qui a été faite d'ailleurs par les Italiens pour de l'huile d'olive et qu'on a modifiée pour pouvoir transformer ce noix de coco en huile vierge de noix de coco qui maintenant a un grand marché. Donc l'huile vierge de noix de coco est de grande qualité. Vous voyez la photo, c'est de l'huile très transparente et qu'on retrouve dans beaucoup de produits de beauté aujourd'hui un peu partout dans les marchés d'ici. Et là, vous voyez, ce sont des systèmes de production très petits, très basic, je dirais, qui aujourd'hui ont accès à l'exportation à travers cette agriculture biologique. Un autre projet ici est le projet de l'ONU, qui est un fruit typique de la Polynésie et qui s'utilise comme médicament naturel, qui n'a pas un très bon goût d'ailleurs, mais qui est très bon pour la santé depuis des millénaires, et qui maintenant a été redécouvert pour ses caractéristiques, ces polysaccharides qui sont très bons pour la santé. On pense qu'il pourrait aider pour le cancer. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a de plus en plus d'évidence qui va dans ce sens-là. Et un grand marché est en train de se développer pour ces produits. Évidemment, quand on parle de produits de santé, il faut qu'ils soient bio, ils ne peuvent pas avoir des résidus de pesticides aussi. Et un des grands marchés maintenant de Samoa pour le jus de l'ONU et le Japon et même les États-Unis. Un pays comme le Bhoutan, un tout petit pays du Tibet, veut se convertir 100% à la bio d'ici 2020. On dit qu'il est le premier, en fait il est le second. Le premier c'est la petite île de Niue, toujours en Polynésie, qui veulent devenir bio en 100%, parce que la majeure partie de leur agriculture est de toute façon bio par défaut, je dirais. Mais ils ont quand même, je ne sais pas, moins 3% de leur système qui utilise des intrants. Et ils sont en train de faire un effort particulier pour se débarrasser totalement de l'utilisation des intrants, pour avoir cette marque de qualité sur les marchés internationaux. C'est-à-dire on ne peut pas être en compétition par la quantité, on va être en compétition par la qualité en offrant des produits supérieurs. Du point de vue de l'environnement, dans les zones protégées, l'agriculture biologique est, comme vous le savez, admise dans certaines zones protégées, et on la voit un peu partout. Là, vous avez le jardin botanique de Tonga, où on fait de la vanille bio, et on vend l'essence de vanille bio, ou bien dans le grand corridor biologique mésoaméricain qui s'étend sur 6 ou 7 pays en Amérique latine, et un des plus grands exportateurs de cacao bio est dans une zone protégée de Talamanca à Costa Rica. Du point de vue petit agriculteur, on a toujours parlé d'aider les petits agriculteurs à accéder au marché, à se commercialiser. Et c'est là qu'en Ouganda, nous avons le nombre le plus important de petits agriculteurs qui sont devenus des exportateurs de produits biologiques. Et il y a presque 200 000 petits producteurs qui aujourd'hui sont des exportateurs bio. Création de revenus aussi, parce que le revenu qu'on a sur l'effort qu'on produit dans une exploitation bio est supérieur à une exploitation conventionnelle, même si les rendements devaient être un peu inférieurs. Et de plus en plus des pays comme l'Inde, par exemple, là vous avez une image de Biophar Inde, à Bangalore, c'est à 2 ans ça, utilise l'agriculture biologique comme étant un moyen de créer de l'emploi, des revenus, exactement dans ces zones où aujourd'hui nous avons de plus en plus de suicides à cause de fermiers endettés, à cause des intrants qui doivent acheter et payer l'intérêt sur la dette.
L'agritourisme et le bio-agritourisme aussi est en expansion. Ici, nous sommes à Tonga. Le gros monsieur qui danse, c'est le ministre de l'Agriculture. Et dans cette petite plage au bout du monde, ils offrent tous les dimanches des repas bio pour les touristes. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour ces repas bio qui sont aussi traditionnels, évidemment. Donc il y a une valorisation de la gastronomie locale et des danses où ce sont les enfants de la communauté du village qui viennent danser et on leur donne de l'argent. Donc il y a une contribution assez importante au développement rural à travers l'agriculture biologique. Ici, nous sommes au Fidji, où vous pouvez trouver aujourd'hui des stations balnéaires entières qui sont bio, qui produisent aussi bien des fruits et légumes bio sur leur propre territoire pour les touristes, ou bien dans certains endroits, ils ont des plans sur tous les villages qui sont à côté pour que ces villages-là puissent produire la demande des touristes en produits et boissons biologiques. Et non seulement, mais aussi tous les produits de toilette qu'on utilise dans les hôtels. Ceci parce que 90% de ce qu'on gagne dans le secteur du tourisme dans les petits pays insulaires, aussi bien dans les Caraïbes que dans le Pacifique, repart à l'étranger pour acheter des produits. Et là, maintenant, il y a une conscience qu'il faut que cet argent, cette entrée reste dans le pays, mais qu'il faut que le pays produise quelque chose de différent pour que les touristes puissent le demander. Les herbes médicinales, tout à l'heure, Elisabeth a parlé justement des zones de cueillette de plus en plus étendues dans le monde et qui sont demandées. Et un autre aspect aussi de la santé qui est important, mais je l'ai vu peut-être plus au Canada, la côte ouest, où les fermes bio sont utilisées comme... D'ailleurs, les fermiers bio sont en part soutenus par le ministère de la Santé pour avoir des handicapés, justement, qui contribuent à la vie de la ferme et qui font, par exemple, toutes ces boîtes pour les biobox, justement, pour les CSA et les produits bio hebdomadaires qui sont en distribution, sont fabriqués par les handicapés. Donc une participation supplémentaire aussi de la société, d'une partie de la société qui en général est mise de côté. Ici nous avons le service public de plus en plus, mais je crois qu'on va en parler encore cet après-midi. L'Italie, déjà en 2006, avait 1 million de repas qui étaient dans 50% des établissements scolaires étaient bio. Là, la photo, cependant, elle vient du programme brésilien pour la faim zéro, où aussi nous avons des cantines publiques bio. Donc, les points forts de la bio, on l'a vu à travers les chiffres qui nous ont été présentés tout à l'heure, de plus en plus une croissance malgré la crise financière. C'est le seul secteur alimentaire ou autre qui est en croissance malgré la crise. Et ça, c'est assez intéressant. La Chine est un des marchés futurs pour la bio. Je n'ai pas fait des calculs récents, mais j'en ai fait il y a 6 ou 7 ans. Le marché local chinois pour ce qu'on appelle green food. Green food, c'est une catégorie, c'est pas de la nourriture biologique, mais ce sont des produits écologiques, disons. Et on demande, et juste ce qui est consommé à l'intérieur de la Chine pour les produits green food est équivalent à la valeur du marché international des produits bio. Donc c'est extraordinaire la demande des Chinois en produits écologiques. Je dirais même bio. La raison pour laquelle ils préfèrent encore le green food, c'est le même prix. Bio, c'est un peu plus cher. Donc, je crois que les marchés bio sont en croissance. Et en bas, vous avez la photo d'un restaurant bio qui comprennent les Chinois. On a une croissance extraordinaire en Chine. Et là, on a un Biophare Chine qui, chaque année, est en développement. Toujours la Chine, ça c'est dans la province de Shandong. Vous avez par exemple un terrain ici de 2800 hectares, il n'y a que des légumes. J'ai marché pendant des heures, je n'ai pas vu une feuille jaune, je ne sais pas comment ils font. C'est parfait, c'est tellement beau qu'il faut venir les touristes en car pour regarder ces superficies biologiques. Et les technologies qu'ils utilisent sont très modernes aussi, ce n'est pas nécessairement des systèmes où on demande seulement du travail et de mauvaises conditions, non, mais là par exemple vous voyez il y a la photo d'un insecticide solaire justement qui attrape les insectes pour protéger les cultures.
Ceci, c'est un projet de thé vert, ici qu'on voit en Chine, où le thé vert est complètement fait à la main et on les avait assistés pour un système, pour mettre un système de certification participative qui est en demande de plus en plus. Donc on a 41 systèmes de certification participative qui existent dans le monde et de plus en plus d'agriculteurs, 31 000 petits agriculteurs aujourd'hui qui participent à ces systèmes de certification parce qu'ils sont moins chers évidemment et ils ne sont pas nécessaires si on est sur un marché local, si on n'est pas en train d'exporter. Nous avons fait ce projet d'ailleurs aussi bien en Inde et en Chine et c'est pendant ces années-là que la Chine, avec le gouvernement, on avait travaillé pour intégrer le système PGS justement pour la certification bio des marchés locaux en Inde. Ça c'est un schéma assez intéressant. J'ai fait très récemment, ça va être publié le mois prochain, une comparaison entre le coût de l'investissement en agriculture bio et conventionnelle. Alors là, j'ai pris le projet d'EPOPA, qui est un projet d'une dizaine d'années qui a été mené notamment par les Suédois en Ouganda, et le projet de AGRA, qui est financé par Bill Gates Foundation, toujours en Afrique, et qui est un système de conventionnel d'intensification durable, on l'appelle. Dans les 80 villages de AGRA, il y a dans chaque village 4 étudiants, 4 personnes qui ont un master et une personne qui a un PhD, en fait, qui sont là, qui font de la vulgarisation. On leur donne des semences hybrides améliorées et beaucoup d'engrais, et on les aide d'une façon assez intensive pour améliorer leur production. D'ailleurs, ils ont triplé leur production de maïs. Et nous avons vu, lorsqu'on regarde les chiffres qui ont été investis, le projet d'EPOPA a investi 1,7 million de dollars. Vous l'avez la première colonne là. Et il a pu assister 200 000 ménages, ce qui représente presque 1 million de personnes. Et le projet de Bill Gates, qui a investi beaucoup plus, dans 80 villages, dans 90 000 ménages ont été assistés. Alors lorsque vous regardez ce qu'on gagne par investissement, vous voyez que c'est vraiment extraordinaire. Dans le cas de l'Ouganda, moins de 2 dollars par personne ont été investis. Et ça a généré 20 millions de dollars d'exportation de ces agriculteurs. Dans le cas des autres pays de AGRA, ben ils n'ont pas accédé au marché. Parce que le lien n'était pas fait en amont. Hein, parce que le système conventionnel est de pomper un système pour produire plus, mais on ne regarde pas tout le plan de production et d'exportation comme on le fait en bio. Un autre phénomène qui est très courant, là j'ai presque fini, est la régionalisation à travers la bio. C'est-à-dire, afin de pouvoir faire masse critique, les pays s'unissent pour avoir des standards ensemble, uniques, pour la région et qui soient spécifiques à la problématique afin de pouvoir mieux exporter. Et c'est là que Poetcom, qui est le groupe pour le Pacifique, a développé ses propres standards il y a quelques années. Et là, par exemple, eux, ils ont des demandes spécifiques par rapport au changement de climat qui pour eux est très important parce qu'ils risquent de disparaître à cause de la montée des mers. L'intégration économique aussi va être, elle est en train, mais elle va être de plus en plus importante à travers les systèmes bio, à travers le groupe de la FAO avec l'IFOA Melinka dont j'avais parlé pour l'harmonisation et l'équivalence. Nous avions créé un standard régional pour l'Asie en bio qui a été adopté à BioPhare l'année passée. Ce standard va être discuté par le groupe politique des pays ASEAN en avril et en fait leur but est d'avoir une intégration économique et de faciliter les échanges intra-régionaux en Asie. Et AROS, qui est ce standard bio, va être utilisé comme un modèle pour que les pays d'Asie, je parle de grands pays comme la Chine ou bien de l'Inde qui a 10 ans d'expérience en bio, ou bien de petits pays comme le Bhoutan et le Cambodge, qui travaillent tous ensemble, on a une douzaine de pays, qui travaillent pour cette intégration économique à travers les standards bio. Ce qui est aussi intéressant, c'est que de plus en plus on dit bon, ouais, bio, est-ce que c'est vraiment durable? C'est un peu plus que ça.
Et de plus en plus, nous avons des systèmes de traçabilité qui donnent plus d'informations parce qu'on a plusieurs niveaux de produits bio. Certains produits sont mieux que d'autres, on peut être plus portés vers l'environnement ou la justice sociale ou d'autres standards. Et nous avons par exemple ce système qui est de Nature and More, qui est un des plus grands importateurs en Europe de fruits et légumes bio et biodynamiques des pays en développement. Et eux, ils ont cette Sustainability Flower, ils appellent ça, donc la fleur de durabilité, où vous avez un numéro sur les fruits que vous achetez, vous allez à leur site et vous avez toute l'évaluation sociale, environnementale et économique de ce produit. Vous avez le visage de l'agriculteur, vous avez une transparence de ce produit directe à travers ce système. Donc, pour faire mieux, quand même, bon, là, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais on peut toujours améliorer, et il y a notamment des problèmes. Et là, je reviens à mon schéma de GA que j'avais mentionné au début. Lorsqu'on regarde les recommandations qu'on a fait sur GA, les recommandations globales qui ont été transmises à Rio et qui sont passées par les gouvernements de la FAO, nous avons parlé beaucoup de l'approche écosystémique. Et en agriculture biologique, évidemment, cette approche écosystémique et agroécologique est très importante, surtout pour faire face au changement climatique et à la crise des produits qui sont faits à base de pétrole. On a des emplois verts qui étaient aussi un autre volet de GA. En agriculture biologique, c'est un système qui peut apporter de l'emploi, mais il faudrait, et là c'est une recommandation que je mets, déjà introduire ces curriculums au niveau des écoles, bien avant les universités, parce que j'ai vu plusieurs cas où les universités n'avaient pas assez d'étudiants d'ailleurs, parce que la mentalité à la base n'était pas portante pour avoir une approche plus multidisciplinaire et agroécologique par rapport au secteur. Pour les produits bio, pareil, si on devait comptabiliser les coûts environnementaux et sociaux, nous verrions tout de suite que ça mettrait à niveau ce qu'on considère comme étant des prix supérieurs, des prix bio, parce qu'en fait, ils ne sont pas supérieurs, ils reflètent le vrai coût de production. Tandis que là, j'arrive aux 30%, et là, je finis avec ça. En général, dans des pays développés, et notamment dans les systèmes intensifs, nous avons évidemment ce que nous faisons en conversion à la bio, 30% en moins, grosso modo, hein, c'est juste pour avoir un chiffre de rendement. Ce qui est intéressant aussi, et c'est le seul pays qui a des données depuis les années 1940, c'est les États-Unis, c'est quand on regarde l'index nutritionnel des produits, des denrées alimentaires, en tout cas les États-Unis ont les données, nous remarquons que des années 40 jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus ou moins 30% en moins de matière nutritionnelle dans nos aliments. Donc dans un sens, oui, on produit plus, mais est-ce qu'on produit mieux ? Ce qui serait vraiment intéressant, qui n'a pas encore été fait, qui devrait être fait, ce n'est pas seulement le discours de quantité, mais ajouter, parce que cette quantité est nécessaire, attention, mais ajouter à cette quantité un index nutritionnel par hectare. Combien est-ce que cette surface nous produit en tant que densité nutritionnelle des aliments? Et nous voyons souvent que le changement, nous le sentons déjà sur notre échelle, notre propre échelle, une personne comme moi qui a la cinquantaine, déjà se souvenir du changement de goût de beaucoup de choses que nous mangeons. Le goût est souvent un indicateur nutritionnel des éléments qu'il y a dans un aliment, comme les minéraux qui sont là, les antioxydants, les produits phénoliques, etc., se reflètent dans ce goût-là. Évidemment, les produits bio ne sont pas nécessairement toujours meilleurs. Il ne faut pas mélanger absolument les choses. Mais en agriculture biologique, souvent, pour faire face aux ravageurs, par exemple, on a recours à des variétés traditionnelles qui sont plus adaptées à l'environnement. Donc on a une autre diversité qui apporte cette diversité des nutriments aussi. Le système de fertilisation est très important aussi pour la qualité des denrées que nous avons, parce que la fertilisation, qu'elle soit faite à travers les méthodes bio, à travers les engrais ou chimiques, donne des résultats différents aussi. Mais évidemment, aussi la présence des microbes dans les sols, le climat, la maturité d'un fruit lorsqu'il est cueilli, donc l'après-récolte, il y a plusieurs choses qui influencent la qualité d'un produit. Mais il est sûr que la qualité des produits aujourd'hui est en baisse. Et c'est là qu'il faudrait faire attention. Monsieur le ministre est parti, mais j'avais une question pour lui, étant méditerranéen. Je voulais lui demander s'il se rappelait du goût de la tomate de son enfance. Moi, je m'en rappelle très bien, elle était bien différente d'ailleurs.
Et nos pâtes aujourd'hui sont moins bonnes que celles qu'il y a bien quelques années. En tout cas, sur ce, je vous laisse et je vous remercie énormément. Vous avez le site ici, vous pouvez trouver plus d'informations sur les choses que je vous ai racontées aujourd'hui. Merci.